Bonjour à tous. L'actualité de cet été 2018 est marquée par plusieurs lois, dont une loi dite Ferrand-Fesneau sur l'eau et l'assainissement qui est importante, qui n'est pas à confondre avec la loi souvent appelée Fesneau-Ferrand sur la GEMAPI du 31 décembre 2017. Là, cette fois-ci, nous parlons de la loi du 3 août 2018 et voici un mini tutoriel vidéo du cabinet Landau Associés à ce sujet. Alors, l'aspect le plus commenté de cette loi est évidemment le droit d'opposition. Ce droit d'opposition permet à une communauté de communes de s'opposer à l'intercommunalisation de cette compétence en 2020. Mais au total, il s'agit d'un droit d'opposition beaucoup plus restreint que ce que voulait le Sénat, et plus restreint que ce qui a été souvent évoqué. On a bien, par défaut, un maintien de l'intercommunalisation de ces deux compétences au 1er janvier 2020. Mais, il est vrai, c'est la nouveauté. On peut s'opposer à cette intercommunalisation sous réserve que cette compétence ne soit pas à ce jour exercée par la communauté et qu'avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté de communes, représentant au moins 20% de la population, délibèrent en ce sens. On retrouve là la majorité que l'on a connue pour la loi Lure sur le PLUI. Très bien, mais attention, et ce fut un des points les plus débattus de cette loi, cela ne s'applique pas aux communautés d'agglomération. Alors que ça ne s'applique pas aux communautés urbaines ou aux métropoles où ça s'applique déjà, avec une spécificité pour la métropole du Grand Paris, ok, c'est normal. Mais ça ne s'applique pas aux communautés d'agglomération, contrairement à ce qui a été l'état du texte à un moment donné. Deuxième remarque, ça ne s'applique que jusqu'à 2026. C'est-à-dire qu'on a une opposition à exprimer donc, à une date butoir en 2019, seulement pour le mandat à venir. Contrairement au PLUI où on a un droit d'opposition qui se reporte de mandat en mandat, là on a un report que pour un mandat au maximum. Et encore, les communautés qui le veulent pourront-elles, de communes, pourront-elles très bien reprendre la compétence. Mais, imaginez qu'une communauté de communes a des GF bonifiés, connaissent un rejet de cette intercommunalisation de l'eau et ou de l'assainissement. Alors, à ce moment-là, pour rester à la DGF bonifiée, nombre de ces communautés devront quand même regarder si elles n'ont pas intérêt à prendre d'autres compétences, car sinon elles risquent de sortir de cette catégorie, en général plutôt favorisée, de la DGF bonifiée. Avec, comme je le disais, la possibilité à tout moment entre 2020 et 2026 pour la communauté de communes de prendre la compétence, mais à ce moment-là, pour les communes, de continuer à s'y opposer. Un jeu de la chat et de la souris un peu stérile, sachant qu'en toute manière, en 2026, on va y arriver. Pour votre information, les 3/4 de nos clients communautés de communes, quand ce sont nos communautés de communes, s'apprêtent plutôt à prendre quand même la compétence. Parce que si on ne prend pas la compétence eau ou assainissement, qui est souvent d'ailleurs structurée à l'échelle de grands syndicats, on va faire quoi? Prendre des compétences logement ou action sociale pour pouvoir rester en DGF bonifié, alors que ce sont des compétences encore plus difficiles à intercommunaliser. Alors, cette intercommunalisation va donc arriver en 2020 ou en 2026. On peut s'y opposer avec les règles que nous avons vues, très bien, mais avec quelques règles. C'est-à-dire qu'on ne pourra s'opposer à cette dérogation que si la communauté n'exerce pas déjà une partie de la compétence, sauf si la dite partie de la compétence est le SPANC. Et encore, ce qu'on vous dit là est assez compliqué, et avec un traitement désormais séparé des eaux pluviales urbaines. Autre modification induite par cette loi, l'effet des syndicats. Avant, nous avions une règle qui semblait simple, mais qui pouvait aboutir à des solutions complexes, c'est que si le syndicat est à cheval sur trois communautés ou plus, 3 EPCF qui étaient propres ou plus, alors
Cette EPCF, ce qui était propre, siégeait dans le syndicat, mais pouvait se demander, avec une procédure faisant intervenir le préfet, à se retirer du syndicat. Si le syndicat est à cheval sur moins que 3 communautés, alors il y a des retraits en cascade. Sauf que, et vous allez le voir, allez, on va zoomer sur ce graphique, on peut se retrouver avec un certain nombre de cas, somme toute assez complexes. Pour les amateurs d'histoire du droit, vous pouvez mettre votre vidéo en pause, agrandir ce graphique, sauf que ce graphique n'est plus à l'ordre du jour, puisque par son article 4, la loi change complètement cet état du droit. Que dit cet article 4? S'agissant des communautés de communes, ça devient simple, on a en représentation de substitution de base, comme autrefois. Il suffit qu'un syndicat soit à cheval sur 2 communautés pour que ça soit bon. Très bien. 2 communautés, 2 communes. Maintenant, dans le cas des comités d'agglomération, on a la même règle. On est en représentation de substitution, mais avec un maintien du droit de retrait dans l'année de prise de compétences, sous réserve que le préfet décide ainsi après avis de la CDCI. Et il y a eu quelques occurrences plus ou moins faciles à gérer depuis la loi NOTRe en ce domaine. Troisième grand chapitre de cette loi, les eaux pluviales urbaines. Les eaux pluviales urbaines, à la suite d'un arrêt qui donne lieu à quelques débats d'interprétation du Conseil d'État, nous avons donc pour les eaux pluviales urbaines le juge qui nous dit que cette compétence relève de la compétence assainissement. En tout cas, est-ce la position de l'État qui globalement se défend, mais nous passerions de très très longues minutes à détailler tout cela ensemble. Retenons une idée simple. Ce n'est que pour les métropoles et les communautés urbaines que l'intercommunalisation de cette compétence est désormais obligatoire. Pour les autres, c'est une compétence à part, même si les contours de la formulation nouvelle de cette compétence dans la loi de cet été 2018 est contestable, discutable, susceptible de débat en tout cas. Ce qui est susceptible de débat aussi, c'est le point de savoir si, avant cette loi, nous pouvions faire une régie unique pour plusieurs services publics industriels et commerciaux. À la suite d'un lobby actif de la FNCCR, on retiendra qu'en tout cas, il n'y a plus de débat sur ce sujet. Je peux faire une régie unique, soit pour la pluviale et les eaux usées, ce qui va de soi en cas de réseau unitaire, mais ce qui pouvait être débattu au cas de réseau séparatif, et encore. Mais aussi une régie unique pour l'eau et l'assainissement, sous la double condition que ce soit la même personne morale de rattachement, oui, ça oui, bien sûr, et des budgets M49 distincts, ça oui, bien sûr. Mais ça va mieux en le disant. Bravo à la FNCCR, bravo les législateurs. Nous avons donc une loi qui, comme pour la loi Fesneau-Ferrand du 31 décembre 2017 sur la GEMAPI, ne fait que des correctifs à la marge, mais des correctifs pragmatiques, de bon sens, plutôt bien accueillis par le monde des collectivités locales, ce qui, dans une période où les relations entre les associations d'élus et l'État central sont difficiles, est plutôt quelque chose de bienvenu. Voilà une loi importante sur un sujet important, mais en pratique, nous, ce que nous constatons sur le terrain, c'est une méfiance face au transfert des eaux pluviales, mais en revanche, un maintien du transfert des compétences eau et assainissement, même pour les comités de communes concernés par les modifications de cette loi. En revanche, des changements considérables pour les syndicats
intercommunaux et surtout pour les syndicats mixtes, et notamment pour les plus grands d'entre eux, en raison des modifications de cette loi qui sont très, très, très diversement appréciées par les acteurs du territoire, parce que, somme toute, la loi NOTRe avait ses inconvénients, mais elle conduisait à une recomposition et à potentiellement une concentration des compétences eau et assainissement à des échelles pertinentes. Et cette loi, pour partie, rassure les élus locaux parce qu'elle est moins dure que la loi NOTRe, mais certains, et parfois ce sont les mêmes, regrettent que l'on n'aille pas plus loin et que cette loi ait assoupli des règles qui, somme toute, avaient leur vertu. Voyons-y un signe de gouvernement en direction des collectivités locales, en tout cas. Merci, à bientôt pour de nouveaux mini-tutoriels et pour de nouvelles vidéos de notre cabinet d'avocats Landau et Associés. À bientôt, au revoir.